On veut vous parler avec Mélanie, Adelaide qui a décidé de se mettre dans la salle parce que ça permet de faire un peu masse, et puis Blandine qui est coincée dans le métro. On est sur un projet de recherche avec une structure syndicale qui s'appelle ELA, dont on a causé déjà hier dans un atelier, qui est une confédération basque, de ce qu'on appelle le Pays basque sud, c'est-à-dire c'est la partie du Pays basque qui est incluse dans l'État espagnol. Et cette confédération, qui est la confédération majoritaire dans cette entité-là, avec à peu près 100 000 adhérents. 100 000 adhérents, ça peut paraître pas beaucoup, mais 100 000 adhérents au Pays basque, c'est 10% de la population active. Autrement dit, 10% de la population active du Pays basque est syndiquée à ELA. Et cette confédération a comme particularité que depuis 25 ans, elle gagne des adhérents, elle gagne des batailles, elle a transformé complètement sa base sociale, elle a complètement changé son mode opératoire de vie syndicale, elle a complètement transformé son appareil militant, son appareil responsable. Alors, nous, avec Adelaide, on travaille avec eux depuis maintenant 2007. Et on est régulièrement avec eux, où on passe généralement par an au moins une bonne semaine, surtout avec l'équipe exécutive et puis avec des équipes de terrain qu'on rencontre. On travaille avec eux pour voir comment ils évoluent, comment ils se projettent, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et au bout de cette longue durée d'accompagnement, on s'est dit, mais il faut quand même qu'on s'interroge un peu sérieusement sur pourquoi ce succès, d'où ça vient. Alors, quand on regarde la situation, entre guillemets, objective du Pays basque, il y a tous les ingrédients pour que ça ne marche pas. Il y a une transformation des bases économiques totales, désindustrialisation, leur base sociale, industrielle a disparu. Il y a une transformation complète de la main-d'œuvre, tertiarisation, féminisation, précarisation, tous les ingrédients qu'on veut. Il y a une transformation très hostile des règles de gestion de la négociation sociale, en particulier de la part de l'État espagnol central, Madrid, comme on dit de façon méprisante quand on est au Pays basque, qui justement vise à empêcher le développement du type de syndicalisme que prône ELA. Et, last but not least, comme disent les francophones, on est dans un environnement politique extrêmement hostile parce que ELA est une confédération indépendantiste, c'est-à-dire qu'ils veulent l'indépendance du Pays basque, et ils sont, dans le Pays basque, opposés à une autre branche indépendantiste, qui est une branche indépendantiste armée et violente. Autrement dit, quand on fait la liste des raisons pour lesquelles cette expérience syndicale ne devrait pas marcher, on a tout, et même un peu plus. Or, ça marche. Alors la question qui se pose, c'est une première question, c'est de dire, mais si ces raisons, entre guillemets, objectives, ne fonctionnent pas pour ELA, pourquoi est-ce qu'elles pourraient marcher pour d'autres? Mais ça, c'est une question qu'on va laisser aux gens qui pensent que toutes ces raisons-là suffisent à expliquer pourquoi les syndicats n'arrivent pas à fonctionner ailleurs. Nous, on a élaboré l'hypothèse que si ça marchait, c'était essentiellement parce qu'on avait affaire à une vie syndicale d'un type très particulier. Et le projet de recherche qu'on est en train de monter, donc avec Adelaide, Mélanie et Blandine, c'est un projet qui se tourne là-dessus. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse maintenant, c'est de regarder comment a vécu, comment s'est transformé, comment s'est développée la vie syndicale et l'équipe syndicale. C'est-à-dire, pour nous, l'objectif, c'est de se centrer sur le groupe de syndicalistes, comment ils et elles ont évolué en un peu plus de 20 ans, pour former un groupe qui s'est transformé en un groupe représentatif, qui a su être représentatif à un moment, qui a su évoluer et faire évoluer sa représentativité, et donc qui a su se faire évoluer lui-même. Donc voilà le quatrième membre de l'équipe de recherche dont on sait que normalement elle est extrêmement précise dans ses horaires. Bonjour Blandine. Donc, ce qu'on va chercher à comprendre, c'est comment ce groupe social a été capable d'assurer son fonctionnement durable. On n'a pas affaire à une success story courte, on est sur une histoire qui a maintenant plus de 20 ans, on les voit se transformer à partir du milieu des années 90, ça fait maintenant plus de 20 ans.
comment ils ont été capables de fonctionner, comment ils ont été capables de recruter des membres, des nouveaux membres pour se transformer, comment ils ont été capables d'adapter ces nouveaux membres, comment ils ont été capables de s'hybrider pour arriver à intégrer de nouvelles formes d'identité sociale et comment ils sont arrivés à passer de ce qui était à l'origine un syndicat catholique antifranquiste à un syndicat qui est un syndicat indépendantiste qui se revendique de lutte de classe et qui refuse toute compromission avec les partis politiques dominants et avec les formes dominantes de syndicalisme, en particulier le dialogue social. Ils refusent absolument tout ce qui ressemble au dialogue social, et c'est ce qui semble leur permettre de réussir. Donc, on sort d'une lecture de cette expérience comme une lecture avec des données entre guillemets objectives, les transformations qu'on a évoquées, qui expliqueraient leur échec. Il n'y a pas d'échec, il y a un succès, donc ces données objectives disparaissent comme données objectives. Elles sont des données environnementales, mais pas des données causales en matière d'explication de ce qu'ils deviennent. Et on va regarder ce groupe comme une entité, qui est une entité productive et réactive, et non pas comme une institution inerte qui n'aurait pas à agir sur elle-même pour survivre. Ce qui nous intéresse dans cette expérience-là, c'est de regarder comment un groupe est capable d'agir sur lui-même, pour se transformer lui-même et pour accomplir une tâche qu'il se donne et qui est aussi une tâche d'ailleurs qu'il donne à sa succession. Ce qui est très frappant dans cette expérience-là, c'est que l'idée du temps et de la projection dans le temps est une idée complètement essentielle. On ne vit pas simplement pour aujourd'hui, pour avoir un succès aujourd'hui, mais pour exister dans 10, 15, 20 ans. Alors, quels sont les moyens de la recherche ? On va les détailler un peu, Mélanie va préciser un peu, Adelaide et Blandine interviendront aussi pour donner des précisions. L'une des premières données qu'on va tenter de réaliser, c'est ce qu'on pourrait appeler une espèce de biographie collective de long terme. Qu'est-ce que c'est que ce groupe? Comment il a évolué? Qu'est-ce qu'il est? D'où il vient? Comment il vit? Comment il se forme? Comment il se transforme? Ce qui est l'un des points essentiels pour nous, c'est leur capacité à se transformer et à contrôler, à autocontrôler cette transformation. On va regarder aussi comment ils sont habitués aujourd'hui à prendre des décisions et à les mettre en pratique de façon rapide. Troisième point qui est pour nous d'une grande importance, on va regarder les conditions de vie internes à ce groupe syndical. C'est-à-dire que souvent on regarde les syndicats comme des espèces d'institutions qu'on respecte beaucoup, donc on ne va pas bien voir comment fonctionne la boîte noire qu'est le syndicat lui-même comme appareil de production, comme usine, si on veut, comme bureau, en tout cas comme un lieu de travail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement d'aller regarder, mais comment fonctionne la gestion des ressources humaines d'un groupe comme ça, sur le long terme. Il y a de l'idéologie, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a aussi des conditions de travail concrètes. Pour survivre, un groupe de ce type-là doit gérer sa propre vie interne, et ça, c'est un point qui nous intéresse particulièrement. Donc, en fait, d'un certain point de vue, on regarde ELA comme une entreprise, et ce qui nous intéresse, c'est de regarder comment cette entreprise est capable de vivre et de se perpétuer, de se transformer. Et avant de donner la parole à Mélanie, évidemment, du point de vue de la méthode, ce travail est un travail coopératif avec ELA, donc on a toute la batterie habituelle des éléments en la matière, comité de pilotage, compte rendu, etc., etc. Et puis surtout, quelque chose qui est complètement essentiel dans ce genre de moment-là, c'est que comme on les connaît depuis un peu plus de 10 ans, on a avec eux un capital de confiance tout à fait considérable qui permet qu'ils aient accepté qu'on envisage ce processus de recherche, ce que généralement d'autres organisations n'ont pas eu la bonne idée d'accepter. Alors, pour compléter l'exposé de Christian, vous l'aurez compris, ce qu'on se propose, grosso modo, c'est d'accompagner une organisation dans son exercice d'auto-analyse de manière à comment vous dire, à bien saisir sa capacité de s'adapter tant aux contingences internes auxquelles elle fait face qu'aux contingences internes.
et parce qu'elle est dans une logique, si je peux me permettre de la qualifier, de performance transformatrice que cette organisation. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, pour avoir travaillé avec d'autres collègues, notamment Mélanie Laroche, sur toutes les questions qui se rapportaient à la gestion de la relève syndicale, c'est les zones de résistance collective individuelle auxquelles cette organisation fait face. Je vous dirais à plusieurs niveaux. Donc, il y a un premier niveau d'analyse, effectivement, qu'a évoqué Christian, c'est le niveau plus macro, l'organisation en elle-même, donc les transformations auxquelles elle fait face sur un plan idéologique et politique. Ce qui a été très interpellant pour moi au moment de les rencontrer l'année dernière, c'est le réinvestissement massif de cette organisation sur la scène politique. Donc, le politique est une arme privilégiée, si je peux me permettre la rhétorique, pour réinvestir son champ d'action en tant qu'organisation syndicale. Deuxième point, je vous dirais, parce que je vais y aller de façon macro, puis ensuite je vais descendre au niveau de l'organisation, les dynamiques de transformation interne qui sont intéressantes pour nous de saisir. J'irais jusqu'à dire sur une base interdisciplinaire, parce que je pense qu'on peut le souligner, on est une équipe de recherche qui se veut fondamentalement interdisciplinaire, et je pense que ce sera la richesse, justement, des analyses qui vont se dégager de nos regards respectifs, de ne pas les cloisonner selon une affiliation qui va se vouloir hermétique des sources d'influence externes. Donc, premier niveau d'analyse macro, où le paradigme, je vous dirais, d'organisation de cette organisation, c'est les précaires, c'est les marginalisés de ce monde. Donc, on est face à une organisation syndicale qui, oui, certes, veut réinvestir le politique, mais veut rendre le politique et ses transformations au service de ceux qui n'ont normalement soit pas accès à la syndicalisation pour moult facteurs ou ne souhaitent carrément pas s'y intéresser parce qu'ils s'estiment comme étant des asyndicaux ou des asyndicables parce qu'ils ne voient pas en quoi le panier de valeur, l'offre syndicale, on parle souvent d'offre, même si je suis un peu allergique à la rhétorique de service, mais n'est pas attrayante pour eux pour différentes raisons qu'on pourra décliner en période de questions si vous le voulez. Deuxième zone pour moi qui est extrêmement interpellante pour avoir discuté avec le comité exécutif lors de la rencontre qu'on a eue en septembre l'année dernière, c'est une transformation, je vous dirais, deuxième transformation paradigmatique. C'est au-delà de cibler les précaires comme zone de recrutement, bassin de recrutement privilégié. On parle ici des jeunes et des femmes, et c'était très interpellant pour moi de faire une présentation, je dois vous le dire en aparté, devant un comité exécutif jeune, parce qu'à partir de 55 ans, les gens n'ont plus le droit d'exercer des fonctions décisionnelles au sein de cette organisation syndicale. Certains pourraient la qualifier d'âgiste, mais à tout le moins, c'était très interpellant pour moi d'être devant aussi un comité exécutif lourdement féminin. Donc, ce qui est peu courant au Québec. Donc, deuxième transformation paradigmatique, je vous dirais, c'est qu'on est dans une restructuration interne de la configuration de l'organisation qui veut progressivement faire disparaître les démarcations organisationnelles selon le principe de la branche. Donc, on veut organiser sur une base interprofessionnelle. Donc, ici, là aussi, on est face à une organisation syndicale qui veut déployer un agenda puis des repères identitaires qui se veulent fondamentalement inclusifs. Est-ce que c'est du renouveau syndical ou plutôt un retour aux sources? Je me pose humblement la question parce qu'on est face à une organisation, je pense, qui fait face à sa mission ontologique, celle d'organiser tout le monde, de se faire le porte-étendard, la porte-étendard des travailleurs en eux-mêmes, indépendamment de leur ligne de démarcation professionnelle. Puis en tant que chercheur, écoutez, en relation de travail, en relation industrielle, souvent les devis méthodologiques, vous le savez, sont conçus selon la filière industrielle. Donc pour nous, en tant que chercheurs, ça va être intéressant aussi d'intégrer ces éléments d'analyse pour enlever cette lunette, je pense, qui se voulait sur le plan de l'analyse assez structurante par le passé de notre côté. Donc, au niveau de l'organisation, il va être intéressant de documenter, au moment d'accompagner cette organisation syndicale-là dans son exercice d'autocritique et d'auto-apprentissage, parce que je pense qu'on va aller documenter aussi les zones d'apprentissage institutionnel, parce qu'il va y avoir des zones de résistance collective, individuelle, et de voir qu'est-ce qu'elle en fait, cette organisation syndicale-là. Est-ce qu'elle reste cloisonnée? Je ne crois pas, mais est-ce qu'elle est en mesure, et comment le fait-elle, de récupérer les occasions d'apprendre, les zones où peut-être les rouages coincent un peu plus. Ça va être de documenter donc le rôle des confrontations, autant à tous les niveaux de l'organisation syndicale, les moments où elles surviennent, caractériser les moments de transformation, je pense, établir des relations entre ces moments même de transformation. Mais ce qui nous intéresse, et je pense que c'est un point commun entre nous, indépendamment des disciplines, c'est la question des identités.
Et c'est là où je reviens à la question de l'abaissement paradigmatique sur la base de l'industrie. Comment une organisation syndicale génère-t-elle un agenda, des repères identitaires? Parce que vous le savez, une organisation syndicale, son propos premier, c'est de dégager une synthèse identitaire des besoins, des valeurs, des ressentis individuels pour en faire une somme collectivement assez intéressante pour mobiliser les gens. C'est un véhicule identitaire qu'une organisation syndicale. À partir du moment où on ne fait qu'offrir des services, je pense qu'on devient désincarné syndicalement. On devient, je vous dirais, à l'instar pratiquement d'une compagnie d'assurance, si vous me permettez le parallèle un peu abrupt. Mais bref, comment fait-elle pour faire en sorte que, pour générer des identités qui soient des forces motrices de mobilisation de militance à l'interne et de générer des agendas, des stratégies qui lui soient concomitants? Sur la base, je vous rappelle, des précaires, etc. Quels sont les mécanismes de socialisation formelle et informelle qui accompagnent cette gestion identitaire-là pour la rendre parfaitement alignée avec les besoins des membres, puis le souhait de l'exécutif, des comités en haut, de la rendre viable à l'interne, puis effectivement, comme le disait Christian, d'éventuellement, idéalement, de l'institutionnaliser. Les pratiques de démocratie, que l'on soit dans un mode de proximité ou distancié, ce qui est intéressant de cette organisation, c'est qu'il y a une réactivité, un temps de réaction qui est très court comparativement aux autres organisations syndicales, ce qui est souvent décrié par les membres par ailleurs. Donc, d'aller vérifier comment fait-elle pour aligner à la fois les stratégies sur un plan démocratique, identitaire et en matière de socialisation pour rendre le tout jouable et faire en sorte que les résistances collectives, s'il y en a, elles soient non pas démantelables, mais qu'on puisse néanmoins en faire des occasions, je vous dirais, de progresser sur la même veine et de pousser les transformations telles qu'on le souhaite. Ici, moi, ce qui m'interpelle particulièrement, c'est les mesures de formation. J'ai fait du terrain aux Philippines il y a quelques années dans une organisation qui entamait justement un chemin qu'on pourrait qualifier assez similaire dans un contexte de très, très grande répression syndicale. Les Philippines étant le deuxième pays au monde, suivant la Colombie, il y a le plus de répression syndicale, et où la formation était l'élément clé pour permettre un alignement vertical des pratiques syndicales dans une logique de transformation à l'interne puis à l'externe. Maintenant, je vous dirais, si on vient documenter les zones potentielles de résistance individuelle, écoutez, il y a une volonté très claire, je pense, de l'appareil, même s'ils se veulent très, très proches des membres et de la base, et de faire idéalement de ces nouveaux adhérents, de ces nouveaux précaires, des militants, parce que le passage, justement, d'adhérents vers des militants est un noyau, je pense, central de notre réflexion collective. Ce qui serait intéressant, c'est de voir de cette logique descendante, pardon, il me reste 2 minutes. Is it because you plan 15 minutes? 2 from now, but do we have 20 minutes or 15 minutes in total? Ah, OK, good. OK, so I'll wrap it up. On parle toujours plus les profs qu'on le souhaiterait. Donc, c'est le métier, je pense. On pense toujours qu'on parle moins. Bref, il y a une logique descendante de volonté de transformation. Moi, ce qui va m'interpeller particulièrement dans le cadre de cette équipe, c'est les logiques ascendantes. Donc, on a beau vouloir, non pas imposer, mais quand même instituer des transformations sur un plan intra-organisationnel, ça va devoir, au niveau individuel puis au niveau des adhérents de la base militante, comment est-ce qu'on prend en considération peut-être les points de vue divergents? Comment peut-on cerner les étapes qui nous permettent de comprendre le passage d'un adhérent à un militant local et potentiellement au national? Et là, écoutez, on est face à un membership qui se veut quand même précaire, je vous disais, quant au statut de travail privilégié des femmes. Est-ce qu'il y a des zones de résistance ici qui préviendraient les femmes de s'impliquer davantage? On le sait que le mouvement syndical est quand même un mouvement qui est très, très demandant au moment d'occuper des fonctions syndicales. La question des risques psychosociaux au travail m'intéresse aussi avec ma collègue Catherine Le Capitaine, donc de voir la charge de travail, la charge émotive, les pressions en matière de conciliation travail-famille, etc. Et comment ces mêmes précaires, ces mêmes nouveaux entrants, on voit au chapitre. Donc, en d'autres termes, de documenter la logique ascendante de transformation. En quoi ces nouveaux entrants dans l'organisation syndicale, au moment de rebrasser sur un plan macro tous ces éléments, permettent eux aussi, sur une base ascendante, de contribuer à rebrasser les identités qui viendraient justement
insuffler une voie de renouveau au sein de l'organisation syndicale. En d'autres termes, parmi les précaires et les marginalisés des milieux de travail qui font partie du bassin de recrutement, existe-t-il des marginalisés au sein de cette structure syndicale? Est-ce qu'ils en voient au chapitre? Je dois faire vite. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'oubliais? Oui, 0 minutes. Si je peux me permettre un mot de la fin, pour nous, il serait intéressant sans doute de dresser une analyse comparative avec une organisation au Québec ou peut-être même de faire exploser la boîte. Certainement, comme le mentionnait Christian, ce qui est intéressant à documenter ici, c'est qu'on est face à une organisation syndicale qui a une lecture percutante sur un plan stratégique de la conjoncture auquel elle fait face à l'interne et à l'externe. Et je ne pense pas que sur une base disciplinaire unique, on serait en mesure de vraiment saisir l'envergure, la portée de ces transformations. Il est tout à penser que ce processus d'actualisation-là et de revalidation des choix de cette organisation syndicale vont être inspirants, mais je pense que néanmoins, il sera intéressant parce qu'il m'est, à mon sens, impossible qu'ils ne fassent pas face à des zones de résistance à l'interne, et ça va être de documenter tout ce processus. Donc, ça va être de longue haleine. Évidemment, on doit avoir une relation privilégiée avec cette organisation pour y arriver, ce qui, grâce à Adélaïde et Christian, est le cas. Puis je les remercie beaucoup d'ailleurs de nous avoir, Blandine et moi, je me permets de parler en ton nom, de nous avoir conviés à participer à cette démarche de recherche. C'est vraiment, pour nous, c'est un honneur que de participer à cette démarche avec vous. Non, vraiment, auprès de chercheurs chevronnés, même si Adélaïde se cache dans la salle. Merci beaucoup.